Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant, la chambre 11. Comment, vous ne savez pas pourquoi on a déplacé monsieur le premier président à Mandon? Non, pas du tout. Lui non plus d'ailleurs, ne l'a jamais su. Mais c'est une histoire des plus bizarres. Contez-la moi. Vous vous rappelez bien madame Abandon, cette jolie petite brune maigre, si distinguée et fine, qu'on appelait dans tout Pertuis-le-Long madame Marguerite? Oui, parfaitement. Eh bien écoutez, vous vous rappelez aussi comme elle était respectée, considérée, aimée mieux que personne dans la ville. Elle savait recevoir, organiser une fête ou une œuvre de bienfaisance, trouver de l'argent pour les pauvres et distraire les jeunes gens par mille moyens. Elle était fort élégante et fort coquette, cependant, mais d'une coquetterie platonique et d'une élégance charmante de province, car c'était une provinciale, cette petite femme-là, une provinciale exquise. Messieurs les écrivains, qui sont tous parisiens, nous chantent la parisienne sur tous les tons, parce qu'ils ne connaissent qu'elle. Mais je déclare, moi, que la provinciale vaut 100 fois plus, quand elle est de qualité supérieure. La provinciale fine a une allure toute particulière, plus discrète que celle de la parisienne, plus humble, qui ne promet rien et donne beaucoup, tandis que la parisienne, la plupart du temps, promet beaucoup et ne donne rien aux déshabillés. La parisienne, c'est le triomphe élégant et effronté du faux. La provinciale, c'est la modestie du vrai. Une petite provinciale délurée, avec son air de bourgeoise alerte, sa candeur trompeuse de pensionnaire, son sourire qui ne dit rien et ses bonnes petites passions adroites mais tenaces, doit montrer 1000 fois plus de ruse, de souplesse, d'invention féminine que toutes les Parisiennes réunies, pour arriver à satisfaire ses goûts, ses vices, sans éveiller aucun soupçon, aucun potin, aucun scandale dans la petite ville qui la regarde avec tous ses yeux et toutes ses fenêtres. Madame Amandon était un type de cette race rare mais charmante. Jamais on ne l'avait suspectée, jamais on n'aurait pensé que sa vie n'était pas limpide comme son regard, un regard marron, transparent et chaud, mais si honnête, vas-y voir. Donc elle avait un truc admirable, d'une invention géniale, d'une ingéniosité merveilleuse et d'une incroyable simplicité. Elle cueillait tous ses amants dans l'armée et les gardait 3 ans, le temps de leur séjour dans la garnison. Voilà. Elle n'avait pas d'amour, elle avait des sens. Dès qu'un nouveau régiment arrivait à Pertuis-le-Long, elle prenait des renseignements sur tous les officiers entre 30 et 40 ans, car avant 30 ans, on n'est pas encore discret. Après 40 ans, on faiblit souvent. Oh, elle connaissait les cadres aussi bien que le colonel. Elle savait tout, tout, les habitudes intimes, l'instruction, l'éducation, les qualités physiques, la résistance à la fatigue, le caractère patient ou violent, la fortune, la tendance à l'épargne ou à la prodigalité. Puis elle faisait son choix. Elle prenait de préférence les hommes d'allure calme, comme elle, mais elle les voulait beaux. Elle voulait encore qu'ils n'eussent aucune liaison connue, aucune passion ayant pu laisser les traces ou ayant fait quelque bruit. Car l'homme dont on cite les amours n'est jamais un homme bien discret. Après avoir distingué celui qu'il aimerait pendant les 3 ans de séjour réglementaire, il restait à lui jeter le mouchoir. Que de femmes se seraient trouvées embarrassées, auraient pris les moyens ordinaires, les voies suivies par toutes, se seraient fait faire la cour en marquant toutes les étapes de la conquête et de la résistance, en laissant un jour baiser les doigts, le lendemain le poignet, le jour suivant la joue, et puis la bouche, et puis le reste. Elle avait une méthode plus prompte, plus discrète et plus sûre. Elle donnait un bal. L'officier choisi invitait à danser la maîtresse de la maison. Or, en valsant, entraînée par le mouvement rapide, étourdie par l'ivresse de la danse, elle se serrait contre lui comme pour se donner, et lui étreignait la main d'une pression nerveuse et continue. S'il ne comprenait pas, ce n'était qu'un sot, et elle passait au suivant, classé au numéro 2 dans les cartons de son désir. S'il comprenait, c'était une chose faite, sans tapage, sans galanterie compromettante, sans visites nombreuses. Quoi de plus simple et de plus pratique? Comme les femmes devraient user d'un procédé pour nous faire comprendre que nous leur plaisons. Combien cela supprimerait de difficultés, d'hésitations, de paroles, de mouvements, d'inquiétudes, de troubles, de malentendus. Combien souvent nous passons à côté d'un bonheur possible sans nous en douter, car qui peut pénétrer le mystère des pensées, les abandons secrets de la volonté, les appels muets de la chair, tout l'inconnu d'une âme de femme dont la bouche reste silencieuse, l'œil impénétrable et clair. Dès qu'il avait compris, il lui demandait un rendez-vous. Et elle le faisait toujours attendre 1 mois ou 6 semaines pour l'épier, le connaître et se garder s'il avait quelque défaut dangereux. Pendant ce temps, il se creusait la tête pour savoir où ils pourraient se rencontrer sans péril. Il imaginait des combinaisons difficiles et peu sûres. Puis, dans quelque fête officielle, elle lui disait tout bas :
Allez, mardi soir à 9 heures, à l'hôtel du Cheval d'Or, près des Remparts, route de Vouziers, et demandez mademoiselle Clarisse. Je vous attendrai, surtout soyez en civil. Depuis 8 ans, en effet, elle avait une chambre meublée à l'année dans cette auberge inconnue. C'était une idée de son premier amant qu'elle avait trouvée pratique, et l'homme parti, elle garda le nid. Oh, un nid médiocre, 4 murs tapissés de papier gris clair à fleurs bleues, un lit de sapin sous des rideaux de mousseline, un fauteuil acheté par les soins de l'aubergiste sur son ordre, 2 chaises, une descente de lit, et quelques vases nécessaires pour la toilette. Que fallait-il de plus? Sur les murs, 3 grandes photographies. 3 colonels à cheval, les colonels de ses amants. Pourquoi? Ne pouvant garder l'image même, le souvenir direct, elle avait peut-être voulu conserver ainsi des souvenirs par ricochet. Et elle n'avait jamais été reconnue par personne dans toutes ses visites au Cheval d'Or, direz-vous? Jamais par personne. Le moyen employé par elle était admirable et simple. Elle avait imaginé organiser des séries de réunions de bienfaisance et de piété auxquelles elle allait souvent et auxquelles elle manquait parfois. Le mari, connaissant ses œuvres pieuses, qui lui coûtaient fort cher, vivait sans soupçon. Donc une fois le rendez-vous convenu, elle disait, en dînant, devant les domestiques, « Je vais ce soir à l'association des ceintures de flanelle pour les vieillards paralytiques. » Et elle sortait vers 8 heures, entrait à l'association, en ressortait aussitôt, passait par diverses rues et, se trouvant seule dans quelques ruelles, dans quelques coins sombres et sans quinquet, elle enlevait son chapeau, le remplaçait par un bonnet de bonne à porter sous son mantelet, dépliait un tablier blanc dissimulé de la même façon, le nouait autour de sa taille, et portant dans une serviette son chapeau de ville et le vêtement qui tout à l'heure lui couvrait les épaules, elle s'en allait trottinant, hardie, les hanches découvertes, petite bobonne qui fait une commission. Et quelquefois même elle courait comme si elle eût été fort pressée. Qui donc aurait reconnu dans cette servante mince et vive Madame la première présidente Amandon? Elle arrivait au Cheval d'Or, montait à sa chambre dont elle avait la clé, et le gros patron, maître Trouveau, la voyant passer de son comptoir, murmurait « V'là Mamselle Clarisse qui va à ses amours. » Il avait bien deviné quelque chose, le gros malin, mais il ne cherchait pas à en savoir davantage, et certes il a été bien surpris en apprenant que sa cliente était Madame Amandon, Madame Marguerite, comme on disait dans Pertuis-le-Long. Or voici comment l'horrible découverte eut lieu. Jamais mademoiselle Clarisse ne venait à ses rendez-vous 2 soirs de suite, jamais, étant trop fine et trop prudente pour cela. Et maître Trouveau le savait bien, puisque pas une fois, depuis 8 ans, il ne l'avait vue arriver le lendemain d'une visite. Souvent même, dans les jours de presse, il avait disposé de la chambre pour une nuit. Or, pendant l'été dernier, monsieur le premier président Amandon s'absenta pendant 1 semaine. On était en juillet. Madame avait des ardeurs, et comme on ne pouvait pas craindre d'être surpris, elle demanda à son amant, le beau commandant de Varengel, un mardi soir, en le quittant, s'il voulait la revoir le lendemain. Il répondit « Comment donc ?» Et il fut convenu qu'ils se retrouveraient à l'heure ordinaire le mercredi. Elle dit tout bas « Si tu arrives le premier, mon chéri, tu te coucheras pour m'attendre. » Ils s'embrassèrent puis se séparèrent. Or, le lendemain, vers 10 heures, comme maître Trouveau lisait les tablettes de Pertuis, organe républicain de la ville, il cria de loin à sa femme qui plumait une volaille dans la cour. « Voilà le choléra dans le pays, il est mort un homme hier à Vauvigny. » Puis il n'y pensa plus, son auberge étant pleine de monde et les affaires allant fort bien. Vers midi, un voyageur se présenta à pied, une espèce de touriste, qui se fit servir un bon déjeuner après avoir bu 2 absinthes. Et comme il faisait fort chaud, il absorba 1 litre de vin et 2 litres d'eau au moins. Il prit ensuite son café, son petit verre, ou plutôt 3 petits verres. Puis se sentant un peu lourd, il demanda une chambre pour dormir 1 heure ou 2. Il n'y en avait plus une seule de libre, et le patron, ayant consulté sa femme, lui donna celle de mademoiselle Clarisse. L'homme y entra, puis vers 5 heures, comme on ne l'avait pas vu ressortir, le patron alla le réveiller. Quel étonnement, il était mort. L'aubergiste redescendit trouver sa femme. « Dis donc, l'artiste que j'avais mis dans la chambre 11, je crois bien qu'il est mort. » Elle leva les bras. « Pas possible, Seigneur Dieu, c'est-il le choléra ?» Maître Trouveau secoua la tête. « Je croirais plutôt à une contagion cérébrale, vu qu'il est noir comme la lie de vin. » Mais la bourgeoise effarée répétait « Faut pas le dire, on croirait au choléra. Va faire tes déclarations et ne parle pas. On l'emportera à la nuit pour n'être point vu, et ni vu ni connu je t'embrouille. » L'homme murmura « Mamselle Clarisse est venue hier, la chambre est libre ce soir. »
et il alla chercher le médecin qui constata le décès par congestion après un repas copieux. Puis il fut convenu avec le commissaire de police qu'on enlèverait le cadavre vers minuit afin qu'on ne soupçonnât rien dans l'hôtel. Il était 9 heures à peine quand Madame Amandon pénétra furtivement dans l'escalier du Cheval d'Or, sans être vue par personne ce jour-là. Elle gagna sa chambre, ouvrit la porte, entra. Une bougie brûlait sur la cheminée. Elle se tourna vers le lit. Le commandant était couché, mais il avait fermé les rideaux. Elle prononça « 1 minute, mon chéri, j'arrive ». Et elle se dévêtit avec une brusquerie fiévreuse, jetant ses bottines par terre et son corset sur le fauteuil. Puis sa robe noire et ses jupes dénouées étant tombées en cercle autour d'elle, elle se dressa en chemise de soie rouge ainsi qu'une fleur qui vient d'éclore. Comme le commandant n'avait point dit un mot, elle demanda « Dors-tu, mon gros ?» Il ne répondit pas et elle se mit à rire en murmurant « Tiens, il dort, c'est trop drôle. » Elle avait gardé ses bas, des bas de soie noire à jour, et, courant au lit, elle se glissa dedans avec rapidité, en saisissant à plein bras et en baisant à pleines lèvres, pour le réveiller brusquement, le cadavre glacé du voyageur. Pendant 1 seconde, elle demeura immobile, trop effarée pour rien comprendre. Mais le froid de cette chair inerte fit pénétrer dans la sienne une épouvante atroce et irraisonnée avant que son esprit eût pu commencer à réfléchir. Elle avait fait un bond hors du lit, frémissant de la tête aux pieds. Puis, courant à la cheminée, elle saisit la bougie, revint et regarda. Et elle aperçut un visage affreux qu'elle ne connaissait point, noir, enflé, les yeux clos, avec une grimace horrible de la mâchoire. Elle poussa un cri, un de ces cris aigus et interminables que jettent les femmes dans leurs affolements, et, laissant tomber sa bougie, elle ouvrit la porte, s'enfuit nue par le couloir en continuant à hurler d'une façon épouvantable. Un commis voyageur en chaussettes qui occupait la chambre numéro 4 sortit aussitôt et la reçut dans ses bras. Il demanda effaré « Qu'est-ce qu'il y a, bel enfant ?» Elle balbutia éperdue. « On a tué quelqu'un dans ma chambre. » D'autres voyageurs apparaissaient, le patron lui-même accourut. Et tout à coup, le commandant montra sa haute taille au bout du corridor. Dès qu'elle l'aperçut, elle se jeta vers lui en criant « Sauvez-moi, sauvez-moi, Gontran, on a tué quelqu'un dans notre chambre. » Les explications furent difficiles. M. Trouveau, cependant, raconta la vérité et demanda qu'on relâchât immédiatement Mademoiselle Clarisse, dont il répondait sur sa tête. Mais le commis voyageur en chaussettes, ayant examiné le cadavre, affirma qu'il y avait crime, et il décida les autres voyageurs à empêcher qu'on laissât partir Mademoiselle Clarisse et son amant. Ils durent attendre l'arrivée du commissaire de police, qui leur rendit la liberté, mais qui ne fut pas discret. Le mois suivant, M. le premier Amandon recevait un avancement avec une nouvelle résidence.